Cette semaine à Hockey le Magazine, David Desharnais nous jase de ses premiers coups de patin. Un regard sur les occupations d'après-carrière de Jocelyn Thibault. Et dans quelques instants, le Bootcamp, un tournoi pour les pros à quelques jours de l'ouverture des camps de la Ligue nationale de hockey. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Et de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Le Bootcamp Groupe Voyage Québec, c'est un tournoi exclusivement réservé à des joueurs professionnels de hockey. On vient de terminer notre 4e édition, on s'enligne sur notre 5e. C'est né de l'idée de faire quelque chose de spécial l'été, c'est un tournoi estival, pour que les gars se remettent en forme juste avant les camps d'entraînement de la Ligue nationale. Et le seul critère pour faire partie du Bootcamp, c'est d'être un joueur professionnel qui participe à un camp d'une équipe de la Ligue nationale. Et sans se blesser, sans contact, mais les gars voulaient reprendre la forme puis reprendre la petite seconde qui leur manquait pendant l'été. Puis tant qu'à faire ça, tant qu'à faire un camp d'entraînement, juste se remettre en forme, bien, c'était juste de mixer ça avec le plaisir d'avoir des spectateurs, puis que ce soit une vraie compétition, que ce soit pas simplement des matchs juste pour le fun. Le Bootcamp, ce qui est le fun avec ça, c'est que les gars prennent ça vraiment à cœur. Ils veulent pas perdre, c'est des vrais compétiteurs, ils sont pas là pour faire les touristes à Québec, parce que ça se passe à Québec, le Bootcamp, depuis 4 ans. Le Bootcamp est appelé vraiment un bel avenir. On avait 4 équipes au début, avec 38 joueurs. Notre 4e édition qu'on vient de terminer, on avait 6 équipes avec 54 joueurs de la Ligue nationale. La base vraiment du Bootcamp a été créée avec le décès d'un proche avec le cancer. Puis on voit ça de plus en plus dans plusieurs familles. Et dit oui, le décès en tant que tel, mais les répercussions envers la famille, c'est ce qu'un peu la Fondation fait. Puis c'est la raison pourquoi on voulait l'encourager. Elle prend de l'ampleur, la Fondation, année après année. Et notre événement les aide aussi. On remet les profits depuis quelques années. Puis je crois que ça fait la différence pour des familles qui sont touchées. Là. Même s'il n'y avait pas, je pense, de fondation en arrière, je pense que les gars viendraient pareil parce qu'ils aiment vraiment le Bootcamp, la compétition, le produit. Ils ont du fun, ils se remettent en forme, ils ont des spectateurs, tout le monde est heureux. Puis en plus, bien, on ramasse de l'argent pour la Fondation québécoise du cancer. Mais le produit est fort. Moi, à la limite, je dis personnellement, je pense que j'aime plus voir des games du Bootcamp parce que c'est un hockey rapide là, qui est un peu particulier parce que c'est non-stop. Il y a toujours des rondelles qui sont remises sur la glace dès qu'il y a un but. Donc, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Vraiment, c'est complètement spectaculaire. Ça permet de voir beaucoup d'actions. Le gardien de but, je te dirais, a vraiment sollicité. C'est un peu une représentation des 4 contre 4 et 3 contre 3 qu'on voit dans la Ligue nationale avec les prolongations. Donc, je te dirais que c'est vraiment un match ouvert, pas de contact. Puis, je pense que les amateurs peuvent vraiment voir les qualités offensives des joueurs, puis les qualités brutes. Puis souvent, on va voir les ligues de garage, les joueurs vont jouer ce même style-là, mais quand tu viens à un niveau comme les professionnels, tu viens vraiment voir un spectacle là, époustouflant tout au long de la fin de semaine, année après année. On découvre des nouveaux joueurs aussi, des joueurs qui ont, c'est pas nécessairement des gros noms, mais des joueurs qui ont vraiment des habiletés exceptionnelles. Écoutez, si vous êtes un fan de hockey, là, l'été, vous devez absolument, que vous veniez de n'importe où, là, ça vient de la Californie, ça vient de cette île de Bécomo, Chibougamau, vous devez absolument venir au Bootcamp. À part le Canadien de Montréal, durant l'année, là, la seule autre vraie compétition de Ligue nationale, c'est le Bootcamp à 10$ par jour pour voir plein de matchs. Puis des gars de gros calibre, quand je dis que le calibre est fort, là, Patrice Bergeron a déjà gagné la Coupe Stanley, a déjà gagné la médaille d'or olympique, mais n'a jamais gagné le Bootcamp. En 4 ans. Cette semaine, pour la question quiz, question « Qui suis-je » ? Natif de Laurier-Station, je n'ai jamais été repêché et j'ai amorcé la saison 2015-2016 avec 339 matchs à mon actif dans la Ligue nationale de hockey. Des choix de réponse.
A. Alex Chiasson. B. David Desharnais. Ou C. Pierre-Alexandre Parenteau. La réponse, après la pause. La réponse, B. David Desharnais a disputé tout son hockey mineur dans la région de Québec, avant de jouer 4 saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour les Saguenayens de Chicoutimi. Le voici d'ailleurs pour nous parler de ses premiers coups de patin. J'ai joué dans la région de la Binière, mon 2B puis mon 2A, un peu la même chose, mais un peu plus grand à Saint-Henri-de-Lévis avec l'Express La Rive-Sud. Quand tu penses à ton hockey mineur, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête tout de suite? Tous les tournois qu'on faisait, les parents, tout ça, il y avait bien du fun, puis ça crée des amitiés qui sont encore là aujourd'hui. Toutes mes premières années, je jouais dans le 2B, toutes mes deuxièmes années, je jouais dans le 2A, donc de se faire retrancher quand tu penses peut-être faire l'équipe à ta première année, je pense que ça m'a nui, mais ça m'a aidé en même temps parce que ça forge ton caractère, puis d'être capable d'aller dans une ligue peut-être un petit peu moins bonne, mais d'être capable au lieu de jouer sur une quatrième ligne dans le 2A, mais aller jouer dans le 2B, jouer beaucoup, puis c'est développé. À partir de quel âge tu as commencé à croire que tu pouvais peut-être te rendre loin? Ben écoute, moi c'était comme... je pensais toujours une étape à la fois, fait que j'étais Bantam 2A, puis je voulais jouer midget 3. J'étais midget 3, je voulais jouer junior majeur, puis mon midget 3 c'était ma ligue nationale, mon junior majeur c'était ma ligue nationale, ma ligue américaine c'était la ligue nationale, jusqu'à temps que j'arrive à la ligue américaine, je me dis ben il en reste juste une, puis... c'était les étapes normales pour moi, puis j'étais rendu là, puis j'étais rendu... dans le fond, t'es loin, t'es proche, mais t'es loin aussi, puis c'est à partir de là que j'y ai cru. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont marqué? Oui, mais en fait, tous mes entraîneurs ont eu un petit quelque chose pour moi, qui m'ont aidé, puis il y en a un que je nomme à chaque fois, qui a cru en moi je pense plus que tous les autres, puis il s'appelle Jean-Pierre Lamontagne. Plus jeune, t'es un petit gars de Québec, t'es fan des Nordiques ou du Canadien? Mon père était un grand fan du Canadien, il l'est toujours d'ailleurs, mais quand t'es petit, je pense que tu te fais influencer par tes parents, mais je pense que c'était un bon choix. Avais-tu des idoles plus jeunes? Oui, j'en ai eu plusieurs. Ça a commencé avec Mario Lemieux, qui était pour moi un des plus excitants à voir. Après ça, un gars comme Martin Saint-Louis qui était petit. Je me suis entraîné avec Francis Bouillon à Québec, un petit défenseur robuste que j'adorais regarder, que j'ai eu la chance de jouer avec aussi. Une des raisons pour laquelle j'ai le numéro 51. Puis de voir à quel point ces gars sont bons sur la glace, hors glace, de voir leur professionnalisme, ça m'a aidé beaucoup à pouvoir accéder à la Ligue nationale. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui est en train de jouer présentement et qui rêve de faire carrière dans la Ligue nationale comme toi? Quel conseil? Les conseils, c'est de croire puis d'avoir du fun là-dedans aussi. Et quand on est jeune, je pense que c'est important d'avoir du fun puis de peut-être pas jouer 12 mois par année, essayer de faire d'autres choses aussi. C'est ça, de croire en qu'est-ce que toi t'es capable, puis de t'amuser. En compagnie de Jocelyn Thibault, collaborateur à Hockey le Magazine et copropriétaire du Phoenix de Sherbrooke. Jocelyn, tu as pris ta retraite en 2008. Pourquoi avoir décidé de revenir au Québec pour t'impliquer dans le hockey? Bien, à ce moment-là, j'étais impliqué dans un projet de complexe sportif dans la région de Sherbrooke qui a vu le jour finalement en juin 2011. Donc, c'est un peu une des raisons pourquoi je suis revenu. Puis aussi, j'ai pas mal toujours eu l'intention de revenir au Québec après ma carrière. Donc, c'est ça, j'avais... mes champs d'intérêt étaient surtout au niveau de la business, du hockey, puis j'étais bien content de revenir à la maison. Tu as joué à Québec, tu as joué à Montréal également, mais un peu partout aux États-Unis. C'était important pour toi de revenir justement dans la région de Sherbrooke? Oui, en fait, c'est là où j'ai joué, je dirais, la dernière partie de mon junior.
J'ai commencé à Trois-Rivières en 91. L'équipe a déménagé en 92 à Sherbrooke. J'ai rencontré mon épouse à ce moment-là. Donc, puis je me suis en quelque sorte enraciné dans la région. Je me suis fait des bons amis, un bon réseau de contacts. Puis j'adore la région. C'est un naturel pour moi de retourner dans ce coin-là, même si je suis un gars de Laval là, à la base. Mais non, je suis bien au Québec, je suis bien dans la région des Cantons de l'Est, puis je ne regrette pas mon choix. Si tu avais à décrire qu'est-ce que tu fais concrètement avec le Phoenix de Sherbrooke présentement, qu'est-ce que tu fais? Bien, en fait, je suis un des copropriétaires de l'équipe. Donc, qui dit copropriétaire, dit on touche un peu à tout au niveau de la gestion de l'équipe comme telle. Par contre, je suis vice-président hockey. On est quand même 8 propriétaires. Moi, je suis le propriétaire qui est un peu en charge des opérations hockey, qui fait lien entre le conseil d'administration et le directeur général. Jocelyn, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui, à leur retraite, connaissent un léger creux de vague, mais je pense pas que ça a été ton cas. Là. Non, pas vraiment. J'ai bien vécu la transition. J'avais quand même d'autres champs d'intérêt que jouer. J'ai adoré ma carrière de joueur, évidemment, mais j'étais un gars, j'ai toujours aimé les affaires. J'ai aimé aussi le domaine du sport et les affaires reliées avec le domaine du sport. Donc, j'ai rapidement eu un projet de complexe sportif où j'ai été capable de mixer mes deux passions, le sport et les affaires. Et puis, avec mes enfants qui ont été impliqués dans le hockey mineur, avec le Phoenix de Sherbrooke, qui est arrivé aussi quelques années après ma retraite. Donc, non, j'ai été passablement occupé. Depuis que j'ai arrêté de jouer, je fais ce qui me passionne. Ça m'aide beaucoup. J'étais un peu chanceux à ce niveau-là. Donc, non, je vis bien ma retraite. La transition s'est bien faite. Puis, je suis très heureux dans ma nouvelle vie. Donc, ça fait quand même 5-6 ans que je suis impliqué à différents niveaux, surtout au niveau 2A, mais dans différentes catégories pour essayer de développer les réseaux, améliorer les choses. Je suis impliqué aussi avec Hockey Québec dans les équipes du Québec. Je suis entraîneur adjoint au niveau de l'équipe U18. Je suis aussi impliqué au niveau des U16, au niveau des gardiens de but un petit peu. Donc, je fais plusieurs collaborations avec Hockey Québec à ce niveau-là. Puis, j'aime beaucoup ça. Ça me tient grandé, ça me permet l'expression avec le hockey mineur. Puis, j'adore redonner aux jeunes l'expérience que j'ai acquise. Merci, Jocelyn. Puis, bonne saison avec le Phoenix et avec tes filles aussi. Merci beaucoup. Le portrait de la semaine, une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie de Léonie Philbert de l'Express du Richelieu Midget 2A. Léonie, à quel âge tu as commencé à jouer au hockey? Je pense que le hockey chez vous, c'est une histoire de famille. Oui, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, puis j'ai suivi mes sœurs là-dedans, puis mes parents aussi ont joué avant. Parce que tu as 2 grandes sœurs qui jouaient également? Oui, exactement. Ils ont joué collégial les deux. Il y en a une qui est encore en train de jouer collégial. À l'âge de 9 ans, Léonie, qui était à l'école en 4e année, ils ont fait une expérience en sciences. Et puis l'expérience consistait à fermer un œil et à fermer son œil droit. Et puis elle a constaté qu'elle avait perdu la vision de l'œil gauche. Alors on est allé rapidement voir les médecins, puis ils ont découvert qu'elle avait une tumeur cérébrale, une tumeur située près des nerfs optiques de la vision, là, donc sa vision était affectée. Alors elle a été opérée. Ils ont enlevé une partie de la tumeur, pas complètement parce que c'était près de l'hypophyse et puis ça faisait en sorte qu'elle pouvait perdre la vue. Alors ils ont procédé après à de la chimiothérapie, qui n'a pas été concluante ben. Alors, après ça, ils ont fait de la radiothérapie. Bien, quand tu es jeune, tu t'en rends pas nécessairement compte de la gravité de la situation, mais c'est sûr que maintenant, sachant comment que c'était plus... ça aurait pu être... j'aurais pu perdre la vue, tout ça. Tu sais, je vois que j'ai passé à travers une grosse épreuve. Je pense que j'ai comme maturé à travers ça, parce que je sais que chaque jour est important, chaque minute de ta vie est importante. Tu sais jamais ce qui peut arriver, quelle épreuve que tu vas devoir passer au travers, puis tu vois la vie d'une autre façon. Les gens autour, on a tous l'impression que c'est du passé, que c'est fini. Nous, puis Léonie, mais c'est un combat de tous les jours, mais sans faire de drame. Tu sais, faut qu'elle vive avec les conséquences de la radiothérapie, tout ça. Fait que mais c'est d'apprendre à contrôler ce que tu es capable de contrôler, dans le fond. Fait que je pense que c'est une bonne leçon de vie pour tout le monde, tu sais, puis de profiter du moment présent, puis de mettre l'accent sur ce que tu as, pas de mettre l'accent sur ce que tu n'as pas, ce qui te manque, mais ce que tu as, puis ce que tu es en mesure de contrôler.
Léonie est une leader, dans le fond, par l'exemple. Elle va toujours être la première prête. Quand on fait des pratiques, elle est toujours la première en avant pour faire l'exercice. Elle est toujours la première prête avant un match. Quand il y a quelque chose, même dans des situations critiques sur le banc, elle va attirer mon attention des fois sur quelque chose. Je suis vraiment content de l'avoir avec nous. Puis là, bon, Équipe Québec, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais tu as également espoir de poursuivre ta carrière l'an prochain au niveau collégial et même peut-être universitaire. Donc, tu veux continuer? Oui, j'aimerais ça continuer collégial puis universitaire. En faisant mes études, ça va me donner encore plus de motivation. Puis c'est un sport que j'aime, donc le continuer le plus longtemps que je peux. Léonie, merci et puis bonne fin de saison. Merci. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. De retour à la chronique sur la glace, cette semaine, Mathieu Gravel veut nous parler de technique, comment exécuter une feinte. Effectivement, qu'est-ce qu'on va voir, c'est vraiment donner une fausse information à l'adversaire. C'est une feinte qui est de base, mais qui est très efficace lors d'un match de hockey. Parfait, on va regarder ça tout de suite. Aujourd'hui, on va travailler maniement de la rondelle, faire une bonne feinte. Première des choses, on va commencer de façon statique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une bonne position de base, toujours notre dos droit, genou fléchi. Vous allez manier votre rondelle et par la suite, vous allez faire une feinte. La feinte, c'est pas juste avec le bâton, mais vraiment travailler avec votre corps. Ça veut dire que vous allez vraiment donner une fausse information d'aller d'un côté, puis protéger votre rondelle de l'autre. Qu'est-ce que vous allez travailler vraiment? C'est faire votre feinte sec, rapide. Vous arrêtez votre rondelle au niveau de votre patin. Mon poids est sur ma jambe ici pour pouvoir par la suite protéger ma rondelle. Par la suite, je le fais de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est bon? On est parti. Contrôle, feinte, protège. Contrôle, feinte, on protège. Que ce soit un mouvement sec et rapide, protège votre rondelle par la suite. Sec, rapide. Mouvement sec. Hop. C'est pas grave si on échappe notre rondelle. L'important, c'est de le travailler et d'aller le plus vite possible. Sec, rapide. Maintenant, deuxième étape à l'exercice. Là, au lieu de le faire statique, on va le recréer en mouvement. On va venir attaquer le filet. Pourquoi le filet? Parce que c'est large. Ça va vous forcer à protéger votre rondelle. Et aussi, au lieu des cônes, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça vous crée vraiment une opposition. Fait que vous allez faire votre feinte. Encore une fois, ça prend une fausse information. On donne la fausse information, on protège notre rondelle par la suite. Puis chose qu'il faut rajouter, c'est bouger nos pieds après. Parce qu'un coup que notre feinte est faite, on a déjoué l'adversaire. Il faut garder nos pieds en mouvement pour justement se séparer de lui. Puis autre chose qui est important, on essaie de garder notre tête haute. Des fois, on a tendance à regarder la rondelle quand on fait ça, on essaie de garder notre tête haute. Ça veut dire que vous allez partir d'ici, vous allez venir attaquer le filet. Ça veut dire que c'est feinte rapide, protéger votre rondelle. Et par la suite, on garde nos pieds en mouvement. C'est bon? On est parti. Feinte. Bouge tes pieds par la suite. Protégez votre rondelle. Protégez votre rondelle. Parfait. Parfait. Sec. Super. C'est important, on garde nos pieds en mouvement par la suite. Feinte sec, rapide. On le fait des deux côtés. Essaie de protéger ta rondelle. Il faut que tu gardes ta rondelle éloignée. Fais ta feinte, éloigne ton puck. Maintenant, on a tassé le filet, on a rajouté un adversaire. Fait que c'est la même chose. Vous allez faire votre feinte, protéger votre rondelle. Assurez-vous de faire votre feinte pas trop proche de l'adversaire. C'est parti. Fais la feinte en avance pour pouvoir se protéger du bâton. Feinte rapide, protège ta rondelle, bouge tes pieds. Parfait. Feinte sec, rapide, protection de rondelle. Rapide, protection de rondelle, garde tes pieds en mouvement par la suite. Sec, rapide, bouge tes pieds. Super. Mouvement sec, rapide, bouge tes pieds par la suite. Protège ta rondelle.
Mathieu, maintenant qu'on a vu des jeunes exécuter les feintes, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Chose qui est importante, la feinte part vraiment du corps, pas juste le bâton. On veut donner vraiment une fausse information. C'est un mouvement qui est sec, qui est rapide. On arrête la rondelle à notre patin. Par la suite, on pousse la rondelle vers l'extérieur. Avec la force emmagasinée à notre jambe, on pousse fort. Puis par la suite, on protège notre rondelle pour garder nos pieds en mouvement, justement, pour pas que le joueur revienne sur nous. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. À la semaine prochaine. OK, mon choix, c'est Steven Stamkos ou John Tavares, mais Stamkos, je pense qu'il y a un peu plus de fini. C'est un joueur complet. Quand je vais voir les Lightning, là, je trouve que c'est un joueur qui fait des miracles sur la glace. Il sait où sont ses coéquipiers. Excellent joueur. Bon, on ne se cachera pas, comme je pense tous les autres, c'est les Crosby. Écoute, il est évident là, que coup de patin explosif, puis vraiment une tête d'hockey. Antoine Vermette. Parce qu'il vient aussi de la région et que c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de voir évoluer dès l'atome 2A. Sidney Crosby, c'est un gentleman très complet, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, capable de changer le rythme de la partie. Donc, c'est le joueur le plus complet, à mon avis. Sidney Crosby, il a évolué à Rimouski, je viens de m'attendre, donc on l'a vu jouer quand il était jeune, on l'a suivi, puis on le suit encore dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, je vais être honnête avec toi, avec les séries de l'an passé, je resterai avec le Canadien. Carey Price a encore fait la différence l'an passé et il va faire la différence cette année. Oh, c'est une bonne question. Écoute, j'ai pas vraiment de joueur préféré, là, mais écoute, je te dirais, là, non, écoute, vite demain, on va dire, c'est sûr qu'on a des gars comme Sidney Crosby, puis les nouveaux jeunes qui arrivent, ça, c'est intéressant, là. Fait que... je dirais Piquet Souban, non seulement par ses performances au niveau de la patinoire, mais aussi par son implication sociale envers la communauté montréalaise, là, notamment son geste envers l'hôpital pour enfants de Montréal. Christopher Le Temps. Il est responsable, il est président d'un tournoi dans ma région, puis je le connais pas intimement, mais j'ai déjà vu à quelques occasions. Drew Doughty. Tout son travail, son accomplissement, tout ce qu'il produit sur la glace, son leadership, son travail, son talent surtout. Là. Jonathan Toews par son talent, puis sa rapidité, et puis son sens du jeu. C'est tout pour nous aujourd'hui. La semaine prochaine, Anne-Marie Bérubé, une jeune arbitre qui a participé au dernier Jeux du Canada. Le joueur de centre des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, nous parle de son parcours au hockey mineur dans la région de Québec. C'est un rendez-vous. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu. Et de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.